Bonjour, voici l'essentiel à connaître sur le cours portant sur la matière à l'échelle microscopique en cinquième. Dans la première partie, nous allons commencer par les particules. Alors en cinquième, on doit aborder cette partie et on introduit ça en disant que les scientifiques se représentent la réalité de manière simplifiée afin de mieux la comprendre. Ils la modélisent d'une certaine manière. Donc, en fait, ce qu'on ne voit pas en général, et même ce qu'on voit et qu'on voudrait un petit peu essayer de comprendre par un schéma un peu particulier, on appelle ça de la modélisation. Dans notre cas, avec les particules, elles ne sont pas visibles à l'œil nu, voire pas même au microscope. Donc, pour comprendre un petit peu les observations qu'on voit dans la vie de tous les jours, grâce à des choses qu'on ne voit pas qui sont les particules, on appelle ça de la modélisation. Alors, c'est pour ça que on dit pour représenter la matière à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à une échelle qui est très petite, à l'échelle microscopique, on utilise le modèle qu'on appelle particulaire, ou parfois on peut voir les deux dans la littérature, modèle moléculaire. Voilà, donc ça c'était une petite introduction. Maintenant, on va voir les particules pour les états de la matière. Je te rappelle que les états de la matière, on en a vu trois, solide, liquide et gazeux. Alors, tout solide. Pour commencer, avant de parler de solide, liquide ou gazeux, il faut savoir que quand on dit la matière, en fait, c'est tout ce qui nous entoure. Nous sommes de la matière, matière vivante, mais nous sommes de la matière. Une trousse, c'est de la matière. Un immeuble, c'est de la matière. Les étoiles, c'est de la matière. Tout ce qui est dans l'univers, c'est constitué de matière. Maintenant, on peut se dire, quand on a de la matière dans un état particulier, solide, liquide ou gazeux, comment sont les particules qui constituent cette matière donnée? Eh bien, si on commence par l'état solide, on peut imaginer que la matière solide, eh bien, ce sont des petites boules. Alors, on n'est pas obligé de représenter des boules. Ici, ce document que j'ai choisi, il va représenter un petit peu, il va se rapprocher un petit peu de la réalité. Mais pour commencer, on peut imaginer que ces petites boules qui sont là, ça peut être toute forme, un carré, un losange, un rectangle, une forme un peu particulière, peu importe. Voilà. Donc ici, ils ont choisi des ronds. Bon, voilà, c'est comme ça. On verra dans des exercices que ce n'est pas toujours le cas. Ce qu'on voit ici dans l'état solide, ce qu'il faut retenir, c'est que les molécules, donc ces petits ronds là, elles sont groupées et attachées. Groupées, ça veut dire qu'elles sont toutes les unes sur les autres, et il y a des liens entre les particules. Donc ça veut dire qu'elles bougent très peu les unes par rapport aux autres. On verra, nous, on restera sur un état qui est comme celui-ci, c'est-à-dire où toutes les molécules sont bien ordonnées. On ne parlera pas de l'état amorphe, comme c'est représenté ici. Donc on retient que pour l'état solide, les particules sont groupées les unes contre les autres et attachées. Ça veut dire qu'elles sont toutes solidaires les unes des autres. En réalité, elles bougent légèrement entre elles, c'est-à-dire elles vibrent comme ça, de va-et-vient, de haut en bas, de gauche à droite. Mais nous, on va pas considérer ça. On va considérer qu'elles sont toutes fixes les unes par rapport aux autres et bien ordonnées comme ça. Donc l'état solide, groupé, attaché. Maintenant, pour l'état liquide. Liquide, supposons qu'on ait encore les mêmes particules, c'est-à-dire des ronds, comme ça. Eh bien, à l'état liquide, ces molécules-là, elles sont groupées, c'est-à-dire elles sont toutes les unes sur les autres, mais cette fois-ci, elles sont quasiment libres, quasi libres. Quasi libres, ça veut dire que si on considère cette particule qui est là, elle peut se balader comme ça. Si on penche par exemple le bécher vers la gauche, elles vont se déplacer vers la gauche. Celle-là n'est pas reliée à celle-là, n'est pas reliée à celle-là.
elles peuvent glisser les unes sur les autres. Ça veut dire qu'elles peuvent bouger librement. Et librement, pourquoi on rajoute quasi libre? Ça veut dire que ça ne va pas aller dans tous les sens. Nous n'aurons pas, par exemple, des particules qui vont aller de là à là. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'elles restent toujours groupées. Et elles peuvent glisser les unes par rapport aux autres. On dit quasiment libre. Dernier état, pour l'état gazeux. Pour l'état gazeux, cette fois-ci, on voit qu'il y a beaucoup d'espace entre elles. Donc elles ne sont plus groupées. Et ces petits traits-là, ça veut dire qu'elles sont en mouvement. Elles bougent. Elles vont vite. Et donc on dira que les particules sont dispersées, libres, elles peuvent aller dans tous les sens, rebondir comme c'est indiqué ici, et en mouvement rapide. Donc beaucoup d'espace entre elles, elles peuvent bouger vite et dans tous les sens. Dispersées, libres et en mouvement rapide. Voilà ce qu'il faut retenir pour les trois états, solide, liquide et gazeux. Maintenant, lors d'un changement d'état, le comportement des molécules est modifié, mais elles restent individuellement inchangées. Ça veut dire que quand on passe les changements d'état, on l'avait vu, c'est quand on passe de l'état solide à l'état liquide, puis de l'état liquide à l'état gazeux. Si on prend un glaçon qui est en train de fondre, il passe de l'état solide à l'état liquide. Un glaçon, avant ou après qu'il soit fondu, c'est toujours de l'eau. De l'eau, on peut représenter par exemple, cette particule-là. Une fois que le glaçon est fondu, on a encore de l'eau. Donc, c'est toujours les mêmes particules qui sont là. Si maintenant, on prend par exemple de l'eau qui va bouillir. On avait dit que l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. On met de l'eau dans une casserole, on fait chauffer. Donc ici, imaginez que ce soit des particules d'eau. Au bout d'un moment, l'eau va s'évaporer. Elle va passer à l'état gazeux. Et donc ça, c'est l'état gazeux. On aura de l'eau. Donc ça, c'est des particules d'eau qui sont à l'état gazeux. Avant, on avait de l'eau. Après, on a de l'eau. Donc c'est ça la signification de donc reste individuellement inchangé. C'est-à-dire que une particule est toujours de l'eau, par exemple, dans les exemples que je vous ai donnés. Reste individuellement inchangé. De l'eau reste de l'eau. Cela explique la conservation de la masse. Supposons que ici, on ait un morceau de glaçon, on le laisse fondre. Imaginons qu'on ait, alors, c'est des nombres qui sont très 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 grands, mais pour vous donner un exemple, et malgré le nombre que je vais vous donner, c'est encore petit. Imaginons qu'on ait 1000 milliards ici de petites particules d'eau qui constituent le glaçon. On le laisse fondre, on va le retrouver dans le bécher. Ça, imaginons qu'on le mette dans le bécher, c'est un glaçon, puisqu'il est à l'état solide. On le met dans le bécher, on le laisse fondre. Eh bien, ici, on aura encore des particules d'eau. Eh bien, on en aura combien? On en aura 1000 milliards. On en avait 1000 milliards dans le glaçon, on le laisse fondre, on en a encore 1000 milliards. Si le nombre de particules ne change pas, eh bien, la masse ne change pas. On dit que la masse se conserve. C'est pour ça qu'on dit que cela explique, c'est-à-dire les particules, on en avait 1000 milliards avant, on en a 1000 milliards après, eh bien c'est normal que la masse ne change pas. Maintenant, ça explique aussi la variation du volume. Les particules, ça explique la variation du volume. On va essayer de comprendre un petit peu mieux. Si on regarde, pour que ça soit encore plus flagrant, entre l'état liquide et l'état vapeur, l'état gazeux. On voit, imaginons qu'on ait toujours, supposons ici, 1000 milliards de particules. 1000 milliards de particules d'eau sous forme liquide. On fait chauffer, on laisse bouillir,
toutes les particules vont passer à l'état de vapeur. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau microscopique? Ça veut dire que les particules vont être comme ça, c'est-à-dire en mouvement rapide, dispersées et avec beaucoup d'espace entre elles. Si on en avait 1000 milliards ici, on en aura encore 1000 milliards là. Mais maintenant, le volume, c'est-à-dire l'espace qu'elles occupent ici, est beaucoup plus petit que l'espace que vont occuper 1000 milliards de molécules ici, puisque là, il y a encore beaucoup d'espace entre elles. Donc le volume a changé. C'est pour ça qu'on dit la variation du volume. Voilà. Vous pouvez vous entraîner à faire les exercices 15, 18, 20 et 25 sur ces parties-là, en lien avec les particules, les états, solide, liquide, gaz, et les changements d'état. Enfin, dans une dernière partie, on va parler de solvant et de soluté. La dissolution d'un solide. Un solide, vous prenez un morceau de sucre par exemple. La dissolution d'un solide. Alors la dissolution, c'est vous mettez un solide dans de l'eau. Ça va se dissoudre. Voilà. Donc si on prend un morceau de sucre, le sucre qu'on met dans le café, il va se dissoudre. Dissolution d'un solide est une transformation physique au cours de laquelle les particules restent inchangées. Restent inchangées, on l'avait vu tout à l'heure ce que ça voulait dire. Si on a un morceau de sucre qui est solide, qu'on le met dans du thé, eh bien on mélange le solide qui est le sucre, eh bien on va le retrouver dans le thé sucré. Puisque le thé devient sucré, puisque le solide, qui est du sucre, est passé dedans. Le terme est passé dedans, on appelle ça la dissolution. Donc dissoudre un morceau de sucre, donc un solide, dans de l'eau chaude pour faire un thé, eh bien, le nombre de particules de solide dans le sucre reste inchangé, puisque supposons qu'on ait 10 000 milliards de particules de sucre dans le morceau de sucre, eh bien on en aura, une fois qu'on aura dissous ces 10 000 milliards de particules de sucre dans de l'eau chaude pour faire du thé par exemple, eh bien on en aura encore 10 000 milliards. Elles sont toujours présentes et c'est ce qui donne ce goût sucré au thé. Une solution est un mélange. Donc si on prend notre exemple du thé sucré, c'est un mélange puisqu'on a mélangé de l'eau avec du sucre, donc on a deux constituants, c'est un mélange. Donc une solution est un mélange constitué des particules de solvant et de celles du soluté. Alors le solvant, généralement, ça sera de l'eau. C'est pas tout le temps le cas, hein, mais dans la plupart des expériences que vous ferez au collège et au lycée, le solvant, ça va être de l'eau. Il faut retenir que le solvant, c'est celui qui est en très grande quantité. On rajoute généralement quelque chose dans de l'eau. Et l'eau, ça s'appelle le solvant. Si on vous dit on va mélanger quelque chose dans du miel liquide par exemple, si je veux faire une expérience un peu particulière, je prends du miel liquide et j'y mets quelques morceaux de sucre, j'ai le droit, auquel cas le solvant, ça ne sera plus l'eau, mais le miel. Donc, le solvant, c'est ce dans quoi on met quelque chose, et ce quelque chose, ce qu'on rajoute, on appelle ça le soluté. J'ai rajouté du sucre, je l'appelle le soluté. Je peux rajouter du sel, autre chose, bref, ce que je rajoute, c'est pour ça que j'ai mis des petits points, eh bien ça s'appelle le soluté. Solvant, soluté. Pour vous entraîner, vous pouvez faire l'exercice 22. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Voici des exercices pour t'entraîner sur ce chapitre.
Allez, bon courage.